Je le disais, on va parler de sport avec vous, Mickaël Elmidoro. Vous allez nous parler notamment des résultats sportifs. On commence tout de suite par l'image de ce week-end. On va prendre la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour notre image du week-end, la structure saint-quentinoise a accueilli la 3e étape de l'UCI Track Champions League. Il y avait du spectacle dans les tribunes avec plus de 3000 spectateurs, mais également sur la piste avec une victoire de la favorite locale Mathilde Gros. Elle a pris la tête du classement du sprint féminin en s'imposant face à la Colombienne Marta Bayona. On l'écoute. Je marche pas sur l'eau quand on voit le niveau qu'il y a. Je pense que tout le monde est fort, c'est juste pour l'instant ça se passe bien pour moi. Voilà, après peut-être qu'à Londres ce sera différent, mais je pense que c'est le travail qui continue. Voilà, on continue à travailler et c'est pareil pour les filles. Donc juste profiter des moments présents et penser au futur. Cette Champions League devrait revenir l'année prochaine au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on continue par du tennis handisport. Le comité des Yvelines basé à Feucherolles a organisé pendant 4 jours le tournoi international BNP Paris-Yvelines Wheelchair Tournament. C'était le premier tournoi international de tennis fauteuil programmé dans les Yvelines. Il y avait un tableau de 16 joueurs, un tableau de 8 joueuses. Il y avait notamment Pauline Desroulet, l'une des joueuses françaises à suivre pendant ce tournoi. Et elle s'entraîne dans le 78 au comité. On écoute le bilan des organisateurs et de Pauline Desroulet au micro de Grégory Canalé. Moi, je joue à domicile, là, donc c'est vrai que j'étais très heureuse quand j'ai su que le comité des Yvelines organisait un premier tournoi international pour en faire toute l'année à l'étranger. C'est toujours sympa de pouvoir jouer à la maison, devant un public, sur les terrains les mêmes terrains où on s'entraîne toute l'année. Donc voilà, je pense que c'est réussi pour une première édition. Tous les joueurs sont contents. Au niveau sportif, le niveau... alors il y a des disparités bien sûr de niveau, mais le niveau global est relativement élevé et en termes d'organisation, je pense qu'on peut être fier de notre organisation puisqu'on a un retour très très positif de l'ensemble des participants. Les résultats sont à retrouver sur le site internet du comité de tennis des Yvelines. Et maintenant, on va parler du championnat de Fédéral 2 de rugby. 2 matchs et 2 victoires pour nos Yvelinois dans la poule 8. La grosse performance est à mettre au crédit de Plaisir. Les Plaisirois se sont imposés 20-13 face à l'Heureux dans le choc de cette division. Une victoire qui leur permet d'être premiers du classement. Dans le second match, Versailles a largement dominé les derniers du classement d'Aumont à domicile. Le score 57-0. Une victoire qui permet aux Versaillais d'être à la 7e place. La prochaine journée est programmée le 4 décembre prochain. On continue par du football, on va parler de Versailles. Versailles gagne pour la première de Chris, son nouvel entraîneur sur le banc. L'ancien joueur de Lyon a relancé Jermaine Lens, l'attaquant vedette hollandais, et ça a payé puisque Lens inscrit son premier but sous les couleurs de Versailles dans les arrêts de jeu du match face à Villefranche-Beaujolais. Le score final 2-0. Versailles est deuxième du classement après 13 journées. Le club est toujours en course pour la montée. Et on continue par le championnat de National 2. Au stade Mauboron de Versailles, le Racing Club de France s'est imposé 2-1 sur son terrain dans le derby face à Poissy. Dans ce groupe A de National 2, le Racing a ouvert le score par Arnold Voula-Lambe. Cheikh Touré a ensuite égalisé pour Poissy. C'est Arnold Voula qui inscrit un doublé et le but de la victoire. Au classement, Poissy est 3e et le Racing est premier après 11 journées. Merci Mickaël Elmidoro pour ces résultats sportifs du week-end. On continue à parler de football, mais cette fois-ci avec un invité. Oui, avec Jean-Pierre Meurillon, l'emblématique président du district des Yvelines, va partir en 2024 du comité des Yvelines, du district des Yvelines. Jean-Pierre Meurillon, vous êtes avec nous sur ce plateau. Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors j'ai pris cette décision il y a déjà quelques mois. On précise que vous ne partez pas. Oui, c'est ça. Vous ne continuez pas. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que je suis élu le mandat se termine en juin de 2024, puisque ce sont des Olympiades. Mais j'ai décidé de ne pas me représenter parce que j'ai passé 12 ans au sein du comité de direction avec plusieurs postes, secrétaire général, vice-président délégué, etc. Et puis ensuite, je me suis fait élire en 2008 comme président. Ça fera en 2024, ça fera 4 mandats de 4 ans, c'est-à-dire 16 ans. 10 plus 16, ça fait beaucoup. Je commence à prendre de l'âge. Et puis je pense qu'il faut laisser la place à d'autres. Je ne vais pas faire le mandat de trop. Il faut amener des gens pour gérer le district dans l'avenir. Et donc c'est une décision mûrement réfléchie. Juste une chose,
depuis que je suis élu président, chaque fois qu'une personne nous a rejoint au sein du comité, que ce soit dans les listes que j'ai menées ou des personnes qu'il fallait remplacer, j'ai toujours pris des gens qui avaient au moins 20 ans de moins que moi. Donc je suis dans la suite de ce que j'ai prévu et je m'arrêterai au mois de juin. Il faut une autre 2024. vision, à votre avis? Pardon ? C'est nécessaire d'avoir une autre vision? Ah oui, il faut avoir une autre vision. Personne n'est irremplaçable. Mes collègues vont me trouver un remplaçant, il n'y a pas de souci, ils vont s'en occuper, j'en doute pas. Les choses vont très bien se passer. Ça va vous manquer d'occuper ce poste? Oui, ça va me manquer, mais bon, faut être raisonnable. Ça vous prenait beaucoup de temps, hein, ça me prend tout mon temps. Tout mon temps, mais bon, je vais pas me plaindre, je l'ai voulu, donc tout va bien. Non, mais je continuerai d'aller voir des matchs. Et puis voilà, non, mais les choses sont très bien. Mais il faut amener des nouvelles personnes, des nouvelles idées, une perception différente des choses, des idées nouvelles. Je pense qu'il faut cela. Il y a déjà des candidats à votre succession? Écoutez, je n'en sais rien. Pas à votre connaissance, en tout cas. Non, pas à ma connaissance, mais bon, mes collègues vont sans doute en parler entre eux, etc. Moi, je me mêle pas de ça, c'est pas mon affaire. Ils sont grands, ils vont prendre les choses en main, tout va bien. Et les clubs Versailles, les clubs yvelinois, vont prendre le moment venu la bonne décision. Ils auront une liste qui sera candidate avec un meneur ou une meneuse, d'ailleurs. Non, les choses vont bien se passer. Vous qui avez de l'expérience, quelle qualité il faut pour être président du district des Yvelines de football? Alors, ce qu'il faut déjà, c'est écouter les clubs, puisque s'il y a un district, c'est parce qu'il y a des clubs, et les clubs, ce sont eux qui choisissent et qui prennent également, qui s'expriment auprès de nous. Nous avons notre assemblée générale vendredi. Les clubs, ils seront là. D'ailleurs, je les invite tous à être présents. Et il faut les écouter. Il faut pas forcément toujours faire ce qu'ils demandent, parce que nous sommes aussi dans un système dans lequel il y a plein de choses qui nous sont imposées par la fédération, hein, dont nous ne sommes qu'un organe déconcentré. Mais il faut être à l'écoute, et puis il faut écouter aussi les autres membres du comité de direction. Je ne fais rien tout seul. Je fais tout ça avec le comité de direction, avec le bureau, et aucune décision importante n'est prise par moi tout seul. Et ça depuis que je suis président. Pour revenir sur votre bilan, de quoi vous êtes le plus fier? C'est le nombre de licenciés. Il y a 41 600 licenciés, 155 clubs dans les Yvelines. Oui. Ce sont des chiffres qui vous parlent? Tout à fait. Il y a 10 ans, on en avait 10 000 de moins. Alors évidemment, c'est pas mon action qui a fait ça, ce sont les clubs qui recrutent les licenciés, qui amènent des garçons et des filles à pratiquer le football. Mais on a essayé toujours de les accompagner, d'accompagner les clubs et de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, dans la limite de nos moyens, bien entendu, mais pour les accompagner, parce qu'avant tout, le foot ne fonctionne que par les clubs. Nous ne sommes là que pour les accompagner. Et alors, votre pire souvenir, à l'inverse du meilleur souvenir, est-ce que vous avez un pire souvenir? Le pire souvenir, je vais dire que c'est quand tout s'est arrêté en mars 2020. Nous, on était venus vous voir. Tout s'est arrêté et c'était très avec la crise sanitaire, bien sûr. Voilà. Donc véritablement, là, ça a été un moment très, très compliqué pour nous, certes, mais surtout pour les clubs et pour les licenciés. Vous avez eu peur que certains clubs ne se relèvent pas justement de la crise Covid? Les clubs ont souffert, bien entendu, mais ce qui s'est passé aussi avec la pandémie, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, des dirigeants, des arbitres par exemple, des licenciés, enfin des joueurs aussi, qui à cette occasion ont fait autre chose le dimanche après-midi, et puis qui continuent à faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que finalement, il y avait aussi d'autres choses qu'on pouvait faire le dimanche après-midi. Donc on a perdu quelques arbitres, on a perdu quelques dirigeants, on a perdu des joueurs. Maintenant, on est en train de les rattraper. Je pense qu'on va, cette année, battre notre record du nombre de licenciés. Ce dont, évidemment, on ne peut que se réjouir d'avoir un nombre de licenciés qui augmente, tout en sachant néanmoins qu'il faut avoir à l'esprit. Moi, je fais toujours le rapport entre le nombre de licenciés divisé par le nombre d'arbitres et le nombre de licenciés divisé par le nombre de dirigeants et d'éducateurs. Et plus notre nombre de licenciés augmente, eh bien on s'aperçoit que le taux d'encadrement et le taux en arbitrage diminue parce que ça n'augmente pas malheureusement dans les mêmes proportions. On est en pleine Coupe du Monde. Votre avis sur cette équipe de France et quel est l'impact de l'équipe de France au niveau local sur le district des Yvelines? L'équipe de France, si elle se comporte bien, et
c'est le cas. Et la façon dont elle se comporte a chaque fois une influence sur l'ensemble des licenciés. On peut le remarquer à chaque fois qu'il y a... Vous constatez un boom à chaque fois ? Ah oui. À chaque fois, il y a un boom. Et là, ce que j'espère, c'est qu'ils vont aller le plus loin possible parce que ils ont bien commencé. Et c'est très bien. En plus, le spectacle est remarquable. Je veux dire, les matchs qu'on voit à la télévision, il y a le contenu du match, mais il y a aussi la façon dont ils sont retransmis. Il y a vraiment de très belles images qui sont juste avant les coups d'envoi, à chaque but, etc. Vraiment, je trouve que sur le plan spectacle et sur le plan télévisuel, c'est vraiment réussi. Vous prévoyez un boom en janvier ? Après la Coupe du Monde ? Parce que c'est un peu inhabituel par rapport à la Coupe du Monde en été. Oui et non, parce que pour certaines catégories, la date du 31 janvier est une date limite au-delà de laquelle on ne peut plus participer aux compétitions, puisqu'on aura dépassé la moitié de la saison. Mais même la façon dont les choses se passent actuellement, déjà là, je suis persuadé que ça donne envie à des garçons et à des filles de jouer au football. Merci Jean-Pierre Merillon d'être venu en plateau. Je le rappelle, vous serez toujours président du comité jusqu'en 2024 avant de laisser votre place. On continue cette page sport. À présent, Mickaël Elmidoron, on va parler des Jeux Olympiques. Exactement. C'était aujourd'hui sur la Tour Eiffel. Les organisateurs ont présenté ce lundi la campagne de billetterie officielle pour l'événement. La première phase s'ouvrira ce 1er décembre et se déroulera jusqu'au 31 janvier 2023. Cela prend 3 minutes 14 pour s'inscrire et 13 millions de billets seront disponibles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. On écoute Tony Stanguet, le président de Paris 2024, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Si vous voulez acheter un billet Paris 2024, c'est très simple. D'abord, on s'inscrit sur la plateforme ticket.paris2024.org entre le 1er décembre et le 31 janvier. Ensuite, on est tiré au sort et quand on est tiré au sort, on reçoit un mail entre le 15 février et le 15 mars. On peut accéder directement à la plateforme et en temps réel, on voit les billets qui restent disponibles, on peut les acheter, on peut acheter jusqu'à 30 billets et ça c'est important parce qu'on peut s'organiser avec ses proches, sa famille pour acheter jusqu'à 30 billets et ensuite partager un grand moment de sport. Nicolas Dandry, journaliste de la rédaction de TV78, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous avez suivi assidûment la Coupe du Monde féminine de rugby, c'était en Nouvelle-Zélande. Et justement avec nous, Émilie Boulard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé à cette Coupe du Monde féminine de rugby et vous êtes revenu il y a quelques jours de la Nouvelle-Zélande. Alors comment ça se passe votre retour en France ? On se remet doucement du décalage horaire déjà et là c'est les vacances donc on profite d'un peu de repos en famille avec les proches avant de repartir pour le championnat à la fin des vacances. Quel bilan vous faites de cette Coupe du Monde ? Plutôt satisfaite et individuellement j'ai eu la chance de faire l'ensemble des matchs de la compétition, d'être titulaire sur les 6 matchs, donc je pense que déjà je peux me satisfaire de ça. Ça n'a pas été le cas de tout le monde et collectivement après forcément pareil, assez satisfaite. On a réussi à avoir cette médaille, c'est pas l'objectif initial, mais on a réussi à bien terminer cette compétition et à parvenir à les mains vides et c'était le principal. On peut peut-être la montrer, Émilie, oui. La médaille de bronze, 3e place pour l'équipe de France. Alors une 3e place, Émilie, vous avez été éliminée d'un petit point en demi-finale par les Black Ferns, sacrée ensuite championne du monde. Il n'y a pas un regret quand même de se dire wow, on a perdu contre les championnes du monde? Si, il y en a forcément, surtout quand on voit le scénario du match, on perd à 1 point. Je pense que c'est d'autant plus difficile, sachant que en fait, à rien, c'était soit nous qui passions, soit elle qui passait. Ça a été positif pour elle et malheureux pour nous. Ça a été très difficile les jours qui ont suivi. Énormément de regrets, énormément de culpabilité. On se refait toutes nos actions en se disant, si j'avais fait ça, peut-être qu'on aurait pu passer en finale. Et je pense en plus que quand on voit la finale et quand on voit notre match de la 3e place, qu'il y avait vraiment une opportunité pour qu'on remporte ce titre. Après, on n'a pas pu le faire sur cette Coupe du Monde. On essaiera de le faire sur les prochaines et j'ai pas de doute que l'équipe de France arrivera à avoir ce titre un jour ou l'autre. On vous a vu effondrer à la fin du match. C'était peut-être
pire défaite de votre carrière? Ah oui, clairement, c'était la pire, la plus douloureuse. Et j'ai eu énormément de culpabilité, moi, personnellement, à la fin du match. C'est ça qui était le plus dur à gérer. Et voilà, je pense que, comme j'ai dit, si on avait perdu 40-0 ou si on s'était fait vraiment, si on avait pris vraiment un gros score, ça aurait été différent. Et là, ce qui était vraiment difficile, c'était qu'on sentait qu'on pouvait l'avoir. Le scénario du match, il y a eu énormément de suspense pendant tout le long. On sentait que chaque action allait être difficile à gérer, etc. Et jusqu'à la fin, on a vu que ça a été un match exceptionnel. Et ça s'est soldé par cette défaite, mais c'était quand même hyper encourageant. Et voilà, c'était un grand match de rugby. Il nous a pas souri, mais il nous sourira les prochaines fois, j'espère. En tout cas, vous avez le sourire maintenant. Oui, maintenant quand même. On relativise. Ouais, on relativise. Et Émilie, elle a le sourire aussi parce qu'elle a ramené une coupe. Alors, on sait que le rugby, c'est un sport collectif, hein, mais il y a des reconnaissances individuelles. Cette coupe, c'est parce que vous avez été élue meilleure joueuse du match contre l'Italie, du quart de finale contre l'Italie, remporté 39-3. Et vous avez notamment fait 7 actions qu'on va voir tout de suite. And she's through a gap already, Boula. She's got support with her. The offload to Joanna Grisey. And France, on the counter-attack, have broken this one right open. Alors 2 minutes de jeu et on relance déjà de son fond de terrain, Émilie. Ouais, il fallait le faire. Je pense qu'on avait besoin de se faire plaisir, besoin de se rassurer collectivement et même individuellement. On s'était un peu enfermé offensivement dans un jeu d'occupation au pied. Et je pense que c'est nécessaire qu'on se libère. Et cette action, elle a été le fruit de cette libération. Donc elle s'est soldée en plus par un essai pour Johanna, donc hyper positif. Et ouais, voilà, c'était vraiment du plaisir de commencer ce match comme ça. Et après, il a été plutôt bon pour l'ensemble du collectif, donc c'était top. Les reconnaissances individuelles, c'est la deuxième fois on peut le dire que vous en recevez une, parce que en 2021, hein, elle a été élue, vous avez été élue meilleur essai du monde dans le rugby féminin. Hein. Ouais, exact. C'était l'année dernière. L'habitude en fait. Non, quand même pas. Oui, c'était sur mon premier essai international, ma première sélection. J'avais le trophée du plus bel essai, et là du coup le trophée de la joueuse du match sur le quart de finale de Nouvelle-Zélande. Alors justement, vous parlez de cette première sélection. C'est une première sélection, c'était en 2021. Là maintenant, vous avez 19 sélections. Vous avez seulement 22 ans, et vous avez commencé le rugby en 2017. Ouais. C'est fou, enfin, c'est une carrière en accélération de dingue. Ouais, ça a été assez vite. Tout s'est vite enchaîné. J'ai eu la chance de faire dès mes premières années de rugby des sélections soit intersecteurs, régionales, etc., qui m'ont amené aux sélections nationales. Et après, j'ai intégré le pôle France du coup, et j'ai fait les sélections avec le set développement. Et je pense que c'est cette discipline qui m'a permis de progresser rapidement sur tous les aspects du rugby, et qui m'ont ouvert les portes aussi du 15 derrière pour devenir international à 15. Vous avez commencé à Chilly-Mazarin en 2017, et puis là vous quittez le club, vous prenez votre envol direction le sud-ouest. Hein. Exactement, direction toute la région toulousaine. Je m'en vais à Blagnac du coup, voir ce qui se fait de mieux, je pense, dans le rugby féminin français actuellement. J'ai passé 5 années extraordinaires à Chili. Ils m'ont tout appris, clairement. On avait une équipe incroyable. Voilà, je pense qu'il était temps de quitter le bateau, d'aller voir autre chose, de se confronter à meilleur, à plus de concurrence, etc. Je pense que ça me fera que progresser, et j'espère que ça m'ouvrira les portes d'encore de nouvelles sélections à l'avenir. On pense déjà au tournoi Destination 2023, ou on est plus focalisé sur le club? Là, on va se focaliser dans un premier temps sur le club. C'est tout nouveau pour moi. Je vais devoir apprendre un nouveau projet de jeu, m'intégrer dans une nouvelle équipe. Donc, j'en connais pas mal quand même, mais c'est un nouveau départ. Et après, les performances en club feront un appel potentiellement pour le Fination. Donc, on va d'abord se concentrer sur. Vous reviendrez nous voir un peu sur le plateau de TV78, même si c'est loin. J'espère.